On est toujours ensemble sur Média TV, merci de nous rester fidèles. Il a encore juré d'être le président de tous les Ivoiriens et a promis d'en sortir 3 millions de la pauvreté durant son nouveau mandat. Alassane Ouattara a prêté serment hier, cérémonie d'investiture au cours de laquelle il a tendu la main à l'opposition. Bonjour Omar Baldé. Bonjour Pape Cheikh Diouf. Alors nombreux sont les chantiers qui attendent le président Ouattara. Outre l'emploi des jeunes, il y a la question de la réconciliation nationale. Autant de dossiers que vous allez aborder aujourd'hui avec votre invité. Effectivement, donc autant de dossiers, autant de chantiers qui attendent le président Ouattara pour son troisième mandat. C'est ce que nous allons voir avec notre invité du jour et c'est dans l'invité de la matinale. Bonjour et bienvenue sur Média TV. C'est parti pour le troisième mandat du président Alassane Ouattara. Le vainqueur de la présidentielle du 31 octobre dernier a été investi hier et promet de maintenir le cap, celui du développement de la Côte d'Ivoire. Mais le président Ado, comme on l'appelle communément, fait face à de nombreux défis. Une situation politique presque aussi volatile que celle de 2011 à l'entame de son premier mandat, sans parler de la conjoncture économique dans un contexte de Covid, mais surtout de la réconciliation nationale. Quels sont donc les grands chantiers du président Ouattara? Avec nous ce matin pour répondre à ces questions, un grand nom de la presse ivoirienne, il s'agit de Alafé Ouakili. Il est le fondateur et directeur du journal L'Intelligent d'Abidjan. Bonjour Alafé Ouakili. Bonjour Média TV, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Plaisir partagé. Alors, on entre dans le vif du sujet. Selon vous, quel est le plus grand défi auquel le président Ouattara aura à faire face en ce début de troisième mandat? Le plus grand défi, c'est celui de la paix, de la stabilité et de la cohésion nationale. C'est cela qui est important. Il a déjà réalisé beaucoup de challenges au niveau du développement économique, mais cette fois-ci, il faut mettre l'accent sur la consolidation de la paix, de la stabilité et de la cohésion sociale, que d'autres appellent toujours la réconciliation nationale, étant entendu que la réconciliation nationale n'est jamais une œuvre définitive. Il faut toujours remettre la question au centre. On ne peut pas avoir un pays définitivement réconcilié, ni en Côte d'Ivoire, ni ailleurs, parce qu'il y aura toujours des conflits, des tensions et le jeu des ambitions qui peuvent créer des situations souvent difficiles. Alors, mais très concrètement aujourd'hui, au vu de la situation actuelle, au vu de la précédente décennie, pensez-vous que le président Ouattara parviendra réellement à une réconciliation nationale? Oui, si on est d'accord que la réconciliation nationale dans un pays ne signifie pas la fin de l'opposition politique, la fin de l'adversité politique, la fin des ambitions, la fin de tous les conflits, on a de l'espoir que oui, la réconciliation est possible. C'est lorsque les gens pensent que la réconciliation signifie qu'il n'y a plus de problème, tout va bien, on est dans le meilleur des mondes, dans le monde parfait, qu'on pensera qu'il aurait échoué et que la réconciliation n'est pas possible. La réconciliation ne signifie pas l'absence de compétition politique, l'absence de conflit, l'absence de tension. Ça signifie plutôt que ces choses qui sont normales dans tout pays, comme aujourd'hui aux États-Unis où il y a eu une tension dans le cadre de l'élection Joe Biden et Trump, où on a frôlé la guerre civile selon les uns, c'est qu'il y ait des institutions, il y ait la responsabilité qui évite qu'on aille loin jusqu'à des morts. Donc si on voit la réconciliation comme une situation où les conflits sociaux et politiques sont réglés dans un cadre institutionnel et sans dérapage, sans mort, sans dégâts, alors on a de l'espoir et de l'optimisme que le président Ouattara fera sa part, comme le président Houphouët-Boigny a fait sa part, comme le président Gbagbo a fait sa part, comme le président Laurent Gbagbo a fait sa part. Alors, aujourd'hui, face aux divisions actuelles du champ politique ivoirien, comment, selon vous, ce champ politique, le jeu politique, le landerneau politique ivoirien risque-t-il d'évoluer dans les prochains mois? Peut-on parvenir à une pax entre ces différents acteurs-là?
ce n'est pas exclu. D'abord, vous savez que nous devons aller à des élections législatives dans les semaines à venir. Donc, certainement fin février et début mars, il faudra aller aux élections législatives que le président n'a pas programmées dans la foulée de l'élection présidentielle pour permettre de créer les conditions d'un apaisement général. Et aujourd'hui, tous les partis, le RHDP s'apprête. Il y a des candidats indépendants qui s'apprêtent. Il y a le FPI tendance à Finguessan, alors qu'il est en prison lui-même, qui dit qu'il veut aller à ces élections. Une manière de dire qu'il n'est pas mort et une manière encore de manifester sa présence face à Laurent Gbagbo, qui pourrait être dans d'autres considérations. Il y a le PDC qui a déjà 86 députés qui sont là, des cadres, qui peuvent penser que quelle que soit la CI qui viendra, ils peuvent gagner l'élection. Et on a vu quelque chose qui ressemble à une boutade d'un acteur de l'opposition qui est M. Niamien Konan, qui est connu pour ne pas être tendre avec le pouvoir, qui a dit, même si c'est M. Adama Bitogo, qui est le président de la CI, M. Adama Bitogo, le directeur exécutif du RHDP au pouvoir, il faut aller à l'élection présidentielle. Ça veut dire que la volonté de participer au scrutin, même si des conditions existent, des préalables existent toujours, elle est là déjà, elle est réelle. Et le président Ouattara peut capitaliser cela et l'opposition peut mettre en avant aussi cette volonté pour obtenir des acquis et créer les conditions d'une élection dans laquelle tout le monde participe. Et à partir de là, la vie politique pourrait être normalisée et cette pax-là dont vous parlez pourra plus ou moins être obtenue, même si on ne peut, comme je l'ai dit, être dans une situation parfaite. Le retour de Laurent Gbagbo, le retour annoncé de Laurent Gbagbo, le cas Soro et de l'autre côté, les frictions ou bien même, disons, la rupture avec les anciens alliés du RHDP. Je fais notamment référence au président Bédié. Donc, comment le président Ouattara devra-t-il gérer tout cela pour calmer le jeu? Oui, voyez-vous, hier, dans son message, qui est un message solennel qui est prévu par la Constitution, qui dit qu'à l'occasion de cette prestation de serment, le président de la République s'adresse, délivre un message. Donc, dans ce message hier, vous avez remarqué que le président Alassane Ouattara a fait allusion à l'ensemble de l'opposition en tendant à nouveau la main, en demandant au gouvernement, au Premier ministre de prendre des initiatives pour que les législatives se déroulent avec tout le monde de façon inclusive et ouverte. Et ce qui a été intéressant à noter, c'est qu'il a signalé la délivrance des passeports du président Gbagbo comme un signe de réconciliation. Il n'est pas allé plus loin en évoquant le retour, mais le président Gbagbo lui-même a indiqué que les discussions devraient être initiées par son représentant Assou Adou, qu'il devra sans doute écrire au gouvernement ou bien donner un coup de fil au Premier ministre avec qui il parle souvent et avec qui le président Gbagbo même a parlé. Donc, les échanges devraient pouvoir se faire, les discussions devraient pouvoir se faire loin de tout préalable, maintenir le contact, nouer le contact et puis à partir des discussions et des échanges, un accord sera trouvé sur la meilleure date, sur les meilleures conditions, sur les opportunités pour créer le retour du président Laurent Gbagbo, qui est un retour inévitable. Il peut être retardé, il peut être reporté, mais ce retour-là devra bien finir par se réaliser. Concernant Guillaume Soro, de sa part aussi, il faut, tout reste possible, il faut une volonté pour lui de se réconcilier. Quand on se réconcilie, c'est qu'il y a plusieurs parties qui acceptent de parler. Il faut de part et d'autre manifester de la bonne volonté, accepter de parler avec ses interlocuteurs et créer les conditions pour y arriver. Donc, si chacun des acteurs politiques fait preuve de bonne volonté, il reste possible de trouver des accords minimums sans se compromettre, sans compromission aucune de part et d'autre, pour créer une situation apaisée et stable jusqu'à 2025. Alors aujourd'hui, vous qui êtes à Abidjan, qui observez bien la situation, sommes-nous plus proches aujourd'hui d'une réconciliation ou bien d'une réunification de la grande famille oufouettiste, ou plutôt c'est plutôt le FPI qui continuera de se rapprocher de Bédié? Quelles sont les tendances qui vont se dégager dans les prochains jours, selon vous? Bien sûr, à quelques semaines des législatives. Vous savez, tout reste possible. Tout reste possible. Tout dépend de la manière d'aborder les questions.
Voyez-vous, j'ai un ami qui aime toujours donner cet exemple, la manière. Et il y a certaines personnes, lorsque vous leur demandez peut-être 1 centime avec le chantage et la menace, qui refusent. Mais lorsque vous trouvez la manière pour leur poser votre problème et que vous demandez 1 million, vous pouvez avoir 1 milliard. Tout dépend souvent aussi de la manière de poser le problème. Et tout dépend aussi de la capacité des uns et des autres à comprendre que l'essentiel est ailleurs. Aujourd'hui, le président Ouattara a prêté serment. Il a gagné tous les combats. Il y a une élection qui ne devait pas avoir lieu, l'opposition ne la voulait pas. Elle a eu lieu. Il y a eu la prestation de serment. De nombreux chefs d'État internationaux sont venus. La communauté internationale a reconnu la victoire. Est-ce que, par exemple, le président Ouattara doit dire, bon, j'ai gagné, mais il faut qu'on reconnaisse ma victoire? Est-ce que les autres vont accepter? Est-ce qu'ils ne vont pas dire, ça fait une double défaite? Il nous a vaincus et en même temps, il veut une reddition totale, il veut nous humilier, qu'on fasse des communiqués pour le féliciter, qu'on fasse des communiqués pour dire qu'il est le plus fort. Voyez-vous, souvent, ça se joue sur des détails. Le président Ouattara peut dire, bon, j'ai gagné sans eux, ils ne voulaient pas, j'ai gagné. Donc, il faut les laisser tels qu'ils sont. Et puis moi, je gouverne pour rassembler les Ivoiriens. Qu'ils m'appellent pour me féliciter, c'est un détail. Je ferai ce que j'ai à faire avec eux et pour eux, et puis on va avancer parce que je veux construire la Côte d'Ivoire. Me féliciter, c'est ma satisfaction personnelle. Mais ce n'est pas important, on avance. J'ai 25 millions d'Ivoiriens à gérer. Donc, je ne gère pas les états d'âme de ce que le président Bédié, le président Gbagbo peuvent penser. Ça, c'est des détails. Mais en même temps, il peut estimer que c'est important. Donc, à un moment donné, il y a des choix à faire. L'opposition aussi va dire, bon, de toutes les façons, elle peut dire, même si on ne l'a pas reconnu, ça change, il gouverne. Bon, pendant ce temps, il se braque contre nous, ça n'avance pas. Bon, faisons-le. Même si on ne le fait pas, il gouverne, il avance. Le monde entier l'a reconnu. Nous, on est content de le provoquer, de dire n'est pas légitime, mais qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'il paie. Donc, de part et d'autre, chacun doit regarder pour voir quels sont les efforts à faire et puis sortir des principes afin de créer les conditions de cette paix-là. Il est possible, vu sous ce temps-là, que Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara puissent se rapprocher. Il est possible, vu aussi sous ce temps-là, que Bédié dise, bon, c'est des détails, et puis à un certain nombre de choses, lui aussi Ouattara se réconcilie, mais la grande alliance oufouettiste, comme avant, dont vous avez parlé, qui est allée à partir de 2005 jusqu'à quelques années, ne sera plus alors possible. Il y aura peut-être d'autres types de collaboration, mais cette grande alliance oufouettiste, comme à l'époque, ce grand front républicain entre le FPI et le RDR, ce sont des choses qui ne doivent plus être possibles parce que les uns et les autres sont vers la fin. Il faut espérer qu'avec une jeune génération issue du PDCI, une nouvelle génération issue du FPI ou de génération nouvelle issue du RHDP et des autres partis politiques, les choses, des alliances nouvelles pourraient se tisser dans les années à venir. Donc, à vous entendre parler, en tout cas, la paix et la réconciliation nationale ne sont pas impossibles en Côte d'Ivoire. Cette paix, la Côte d'Ivoire en a besoin pour sa stabilité afin de développer les chantiers économiques. Alors, de grands progrès ont été notés durant la dernière décennie. Mais pensez-vous que c'est suffisant aujourd'hui pour éradiquer la pauvreté en Côte d'Ivoire ? Non, ce n'est pas suffisant. Il en faut toujours. L'éradication de la pauvreté totale est un objectif, mais vous savez, ça va prendre plusieurs années, ça prend plusieurs années. Et même si des efforts ont été faits, il faut continuer ces efforts-là. Et aujourd'hui, voyez-vous, le président Ouattara a de nombreux défis, mais il a un challenge. Celui de réussir, comme j'ai dit, la paix et la stabilité, et aussi de réussir sa sortie qui devait se faire cette année 2020. La cérémonie que l'on a vue hier, la prestation des serments, ça n'était pas dans ses plans il y a 6 mois. Ça s'est imposé à lui il y a 6 mois. Aujourd'hui, son objectif n'est pas l'élection suivante. Donc, il est soulagé à quelque part. Parce qu'il ne travaille pas lui-même pour l'élection suivante et puis il s'est libéré de la pression qu'il a portée jusqu'à maintenant de travailler pour que son camp reste au pouvoir. Aujourd'hui, c'est un homme
qui veut agir davantage sur l'histoire, créer les conditions pour préparer sa sortie des scènes, son retrait et sa retraite qu'il avait déjà orchestrée pour 2020 et les circonstances en ont décidé autrement. On souhaite que Dieu ne disposera pas autrement cette fois-ci et qu'il créa les conditions, il va travailler dans le sens de son départ cette fois-ci avec des investissements renforcés pour combattre justement cette pauvreté, pour combattre la corruption de plus en plus et un certain nombre de mauvaises pratiques qui empêchent justement la lutte contre cette pauvreté et le partage de la richesse par rapport aux efforts qui sont faits en termes de développement. Et enfin, voyez-vous, les gros investissements qui ont été réalisés, les efforts, les grosses œuvres, les investissements lourds, cette macroéconomie dont on parle qui n'a pas touché le panier de la ménagère, il se trouve que les circonstances d'un mandat nouveau permettront en cours de chemin de voir les impacts de tout cela et les projets qui auraient pu être inaugurés par son prédécesseur le seront peut-être finalement par lui et les gens sentiront peut-être de plus en plus les effets dans le panier de la ménagère de tous ces investissements réalisés. Mais face à ce contexte de Covid-19, selon vous, quel devrait être le nouveau modèle de croissance en Côte d'Ivoire? Une croissance inclusive notamment? Non, bien sûr, c'est inévitable. En période Covid ou hors période Covid, la croissance doit être inclusive. Il faut partager la croissance avec le plus grand nombre et créer de plus en plus une classe intermédiaire et une classe moyenne de plus en plus nombreuse. D'ailleurs, lorsque la classe moyenne est de plus en plus nombreuse, elle a des préoccupations d'ordre social, elle a des préoccupations de bien-être qui sont souvent loin des préoccupations économiques parce que à quoi assistons-nous souvent? Il faut le dire, il faut le déplorer. Ce sont quelquefois les sans-emploi, les sans-grade, les gens peu connus que l'on retrouve dans la violence politique, dans les manifestations politiques et qui sont dans la liste des décès. Quand vous prendrez la liste des 87 personnes décédées, comme quand vous prendrez la liste des 3000 personnes décédées en 2010, vous ne trouverez pas beaucoup de célébrités, vous ne trouverez pas beaucoup de gens connus, vous ne trouverez pas beaucoup de millionnaires, multimillionnaires, milliardaires, vous ne trouverez pas de hauts cadres, vous ne trouverez pas de hauts gradés de l'armée, de la police, de la gendarmerie. On a l'impression que ceux qui vivent bien déjà arrivent à prendre les dispositions dans les grands quartiers, dans les lieux occupés pour mieux se protéger de la violence politique, contre la violence politique, et que c'est ceux qui déjà n'ont rien, qui espèrent que la politique ou les alternances, les changements vont créer les conditions pour qu'ils aient mieux, c'est eux-là qui sont les victimes des violences politiques, et peut-être pas seulement en Côte d'Ivoire, mais partout. Et on constatera que plus on aura une croissance inclusive, plus on aura une classe moyenne plus dense, densifiée, qui aura accès aux ressources, au partage de la richesse nationale, plus on aura l'opportunité de faire de la politique de façon plus humaine, de façon plus intelligente et de façon moins violente. Parce que les gens qui ont des choses à préserver, des acquis à préserver, ne créent pas les conditions pour se mettre en conflit avec la loi et puis mettre en péril leurs biens et leurs réalisations. Une croissance plus inclusive pour un meilleur réveil démocratique. Merci Alafé Wakili. Je rappelle que vous êtes journaliste, fondateur et directeur du journal L'Intelligent d'Abidjan. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin depuis Abidjan. Je vous en prie et à très bientôt. À très bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez cet entretien sur notre site www.mediantv.com. Très belle journée et bonne suite de programme sur Median TV.